Merci Madame la députée Autain. La parole est à Madame Elsa Fossillon pour la gauche démocrate et républicaine. Mesdames les présidentes, Monsieur le rapporteur, cher Michel, Monsieur le ministre, chers collègues, cette proposition de loi présentée par notre collègue Larive part d'un constat que nous ne pouvons à la fois que partager et dénoncer, celui de la précarité dans laquelle vivent nombre d'artistes-auteurs de notre pays. Ce texte met en lumière les difficultés sociales, financières auxquelles sont confrontés ces artistes-auteurs. Je salue donc tout d'abord la volonté du groupe de la France Insoumise de soumettre à nos débats un texte de loi portant sur la culture, qui apparaît depuis plusieurs années être l'angle mort de nos politiques publiques, pratiquement absente de nos débats, et c'est, je crois, le signe assez flagrant de toutes les politiques d'austérité, de voir la culture égratigner puis passer au second plan des politiques publiques. Je considère cela comme assez dramatique. Cette proposition de loi souhaite instituer un fonds de soutien à la création artistique arrivant en complément des dispositifs déjà existants et qui peinent à apporter le soutien suffisant aux artistes. Ce texte propose donc d'aider les artistes auteurs dans la précarité en leur versant 9 mois de salaire minimum sur une période de 3 ans renouvelable. Cette aide pourrait intervenir à des moments clés de la vie artistique, soit au début, lors de la première création, soit en période de création entre deux œuvres. Cette proposition de loi permet donc de mettre en évidence un problème majeur dans les politiques publiques en faveur de la création. Il existe des fonds de soutien à la création artistique, ils sont même nombreux, mais leur fonctionnement est loin d'être optimal. Ils font preuve d'une certaine inefficacité, il faut le dire, car ces fonds ne touchent que très peu d'artistes et ne permettent pas de réduire les inégalités sociales à la création. Ils n'aident que très peu d'artistes à percer. Le mécanisme de financement de ce fonds consiste donc, comme vous le proposez, à la création d'une taxe de 1% sur l'utilisation commerciale lucrative des œuvres qui sont tombées dans le domaine public. C'est une logique que nous partageons, même si nous le disons dans l'absolu, cela revient finalement à compenser un certain désengagement de l'État. Je le dis tout de suite, nous sommes donc ouverts aux propositions du mécanisme de financement de ce fonds. De manière plus générale, le groupe GDR avait déjà alerté lors du PLF 2019 sur le déséquilibre budgétaire qui existe d'un côté entre l'éducation culturelle, l'accès à la culture, et de l'autre, l'aide à la création. Elles sont pourtant totalement imbriquées, totalement liées. Comme je l'exposais précédemment, cette proposition de loi est une réponse à une urgence sociale. Mais aider les artistes en difficulté, ce n'est pas simplement aider des personnes, c'est permettre de démultiplier les œuvres et de donner les moyens de devenir artistes. Soutenir la création, c'est créer mécaniquement une diffusion plus massive de l'art, améliorant donc son accessibilité, sa démocratisation. En somme, pas de politique culturelle ambitieuse sans soutien fort à la création. Je veux à mon tour rappeler quelques chiffres illustrant la précarité dont nous venons de parler. D'abord, le revenu médian des auteurs du livre qui se situe à 1,6 fois le SMIC, vous l'avez rappelé. 20% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les auteurs d'art graphique et les plasticiens et plasticiennes perçoivent pour la moitié d'entre eux moins de 8 700 € par an. Un dessinateur ou une dessinatrice de bande dessinée sur 2 perçoit un revenu inférieur au SMIC et 36% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une femme auteure sur 2 se trouve en dessous du seuil de pauvreté et je ne peux m'empêcher de penser à ce moment à Emma, bédéiste bien célèbre, qui a mis dans le débat public la question de la charge mentale avec un humour acerbe. Ces chiffres édifiants fournis par monsieur le rapporteur doivent nous alerter. Nous vivons dans un terrible paradoxe en France. Comment pouvons-nous expliquer qu'en France, l'industrie créative soit le 3e secteur économique, alors que dans le même temps, bon nombre d'artistes ne peuvent vivre de leur art et bon nombre de citoyens ne vivent, n'expérimentent pas les œuvres.
Alors que ce secteur produit énormément de richesses financières comme immatérielles pour notre pays, comment pouvons-nous faire le choix de laisser les artistes vivre dans une telle précarité ? Ce texte, à nos yeux, est une première réponse. Elle cherche à s'attaquer à ce paradoxe et c'est pour cela que nous la soutenons. Au-delà de la création d'un fonds de soutien, ce texte nous questionne sur les droits et moyens de création accordés aux artistes dans notre société. Faute d'être suffisantes et efficaces, les minima sociaux s'apparentent aujourd'hui comme le principal soutien à la création. Par exemple, l'aide exceptionnelle du Centre national des arts plastiques n'est que de 1 000 €. En 2017, 302 auteurs seulement ont bénéficié des aides du Centre national du livre. Seuls 19 artistes plasticiens ont reçu une aide au soutien à la création du Centre national des arts plastiques en 2018. Les minima sociaux se substituent donc à ces aides, en réalité peu nombreuses et insuffisantes. Ils n'en ont évidemment pas la vocation et il serait grand temps de mettre en œuvre des dispositifs mieux dédiés aux artistes. Afin de soutenir la création artistique, nous nous sommes saisis de cette proposition de loi et avons déposé un amendement proposant l'institution d'un droit de présentation. C'est une revendication de longue date des artistes plasticiens, car celui-ci permet à l'artiste, lorsqu'il est exposé dans un but non lucratif, de laisser à l'organisme qui l'expose tous les frais afférents à l'installation des œuvres présentées. Il paraît quand même assez incroyable qu'un artiste qui expose à des fins non lucratives se retrouve à devoir payer pour exposer. L'objectif est de ne pas faire porter à l'artiste les frais financiers engendrés lors de l'exposition. L'appui apporté par cet amendement aux artistes a été reconnu puisqu'il a été adopté lors de sa lecture en commission des affaires culturelles. Et même si j'en doute, nous espérons qu'il en sera de même en séance. Je me permets de revenir sur quelques arguments exposés en commission des affaires culturelles la semaine dernière. Certains de nos collègues ont associé le statut d'artiste-auteur à celui d'intermittent du spectacle. Je me permets de tenter de clarifier les choses. Peu d'artistes-auteurs sont intermittents du spectacle. Les artistes-auteurs n'ont pas les mêmes droits que les intermittents. Lorsque les salariés intermittents cotisent à toutes les caisses, car la pluralité de leurs employeurs est reconnue, cela leur permet en période d'inactivité de toucher leurs droits au chômage, et c'est décisif et nécessaire, nous le réappuyons. Alors qu'un artiste-auteur doit se contenter des minima sociaux ou d'un travail alimentaire sans aucun filet de sécurité. Pour rappel, les artistes-auteurs sont 71% à cumuler création et emploi, le plus souvent alimentaire, sans que l'ouverture de chacun de ces droits ne puisse se cumuler. Les artistes-auteurs ne sont pas non plus couverts dans le cas d'arrêt maladie ni accident du travail. On ne peut parler d'un statut avantageux ni d'un statut assimilable à celui d'intermittent du spectacle. Et il y a plus qu'urgence à se pencher sur le sujet. De plus, les artistes-auteurs ne bénéficient pas d'un statut particulier avec des conditions de travail réglementées, puisqu'aucune convention collective n'encadre cette profession. La création d'un échelon de négociation collective pour les artistes-auteurs représenterait une avancée majeure, avancée que nous encourageons. La protection sociale des artistes mérite elle aussi qu'on s'y intéresse et qu'on y apporte des améliorations. Aujourd'hui, les cotisations patronales se portent à 1,1%, dont 1% sert à la protection sociale des artistes et 0,1% à la formation. C'est trop peu pour assurer aux artistes une réelle protection sociale. Je le répète donc, la proposition de notre collègue nous rappelle à quel point la culture est aujourd'hui un angle mort des politiques publiques. Il y a le pass culture, mais il manque une vision culturelle pour notre pays, une véritable ambition pour la création et surtout une volonté farouche de lutter contre la marchandisation de la culture. Enfin, toute politique culturelle ambitieuse ne pourra se faire sans un soutien massif à la vie associative. Ainsi, je souhaite profondément que le ministère de la Culture redevienne le créateur d'une grande politique culturelle. Nous avons su le faire dans des moments décisifs pour notre pays. Je pense évidemment au Front populaire ou à la Libération, puisqu'il est devenu, au fil des années, un outil de communication culturelle, puis de marchandisation culturelle. Et à l'heure où des périls importants touchent notre pays, et pas seulement, à l'heure où les libertés sont rabotées, voire attaquées, il est plus qu'urgent que cette
politique culturelle ambitieuse devienne la manière d'affronter ces périls. Nous devons nous emparer de ce sujet lors des mois qui viennent, tant l'accès à la culture et à sa pratique est un préalable incontournable pour régler une partie des maux dont souffre notre société. Vous l'aurez compris, c'est sans réserve, mais avec des apports, que notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi.